lorsque l'on parle de construction européenne, pardon, mais il s'agit juste de notre argent. Le Front National soupçonné de fraude. Le parti de Marine Le Pen a-t-il détourné de l'argent public ? C'est la question au cœur de ce procès qui commence aujourd'hui. C'est la situation des gens honnêtes qui sont traînés devant un tribunal. Marine Le Pen a confiance dans la justice de son pays. Pourquoi vous riez ? La formule « j'ai confiance dans la justice de mon pays » en général dit exactement le contraire. Relativement discrète dans les gros titres des médias, c'est pourtant une affaire qui pourrait remuer la politique française. Et si le Rassemblement national avait élaboré, pendant plus de 10 ans, tout un système de détournement de fonds publics européens. Depuis le 30 septembre, Marine Le Pen et 26 personnalités du Front National, devenu Rassemblement national, sont sur le banc des accusés du tribunal correctionnel de Paris et soupçonnés d'avoir détourné plusieurs millions d'euros de fonds européens dans le procès de ses assistants présumés fictifs. Nous sommes totalement innocents des faits qui nous sont reprochés. C'est considérable, c'est 6,8 millions d'euros. Alors à mi-chemin de ce jugement, que risque le parti d'extrême droite ? Le RN peut-il vraiment être condamné ? Quels sont les enjeux de ce procès qui pourrait même avoir des retombées en 2027 pour la prochaine élection présidentielle ? On y répond tout de suite sur Blast. Ce procès des assistants supposés fictifs, ce sont 27 personnalités du FN puis RN soupçonnées d'avoir mis en place entre 2004 et 2016 tout un système de détournement de l'argent de l'Union européenne destiné au recrutement d'assistants parlementaires pour financer, en France, les activités du parti Le Peniste, jugé en tant que personne morale, pour un préjudice estimé à 6,8 millions d'euros. Sur le banc des accusés, certaines des figures principales du parti d'extrême droite, jugées comme eurodéputés, assistants parlementaires ou collaborateurs, on y retrouve Marine et Jean-Marie Le Pen, Louis Alliot, Nicolas Bay, Julien Audoul ou encore Bruno Gollnisch, pour des peines pouvant aller pour la plupart jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende et même une peine d'inéligibilité de 10 ans. Le procès du RN, qui a lieu actuellement devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, c'est un procès d'une ampleur qui est très importante. C'est un procès qui dure depuis plusieurs semaines, qui va encore durer plusieurs semaines, et qui a commencé du fait d'une enquête de l'OLAF. Et cette enquête, elle portait sur l'utilisation des fonds européens par les partis, par un certain nombre de partis. Une vingtaine d'assistants parlementaires de ces élus seraient des emplois fictifs et occuperaient en réalité des postes clés au siège du Front National à Nanterre. Ça, c'est potentiellement du détournement de fonds publics, qui est une infraction extrêmement grave. En gros, on a de l'argent public qui est utilisé non pas pour la mission de service public pour lequel cet argent public devrait servir, mais pour un parti. Sauf qu'un parti, vous le comprenez, c'est un peu logique, il n'a pas à être financé par des fonds publics. C'est pour ça que là, il y a un problème. Ce qui est reproché à certains assistants parlementaires, c'est de ne pas avoir travaillé. C'est dans un certain nombre de cas de ne même pas connaître au moment de leur embauche le parlementaire avec qui ils vont travailler, puisque certains envoient des emails désespérés en expliquant au siège du mouvement qu'ils veulent rencontrer le ou la parlementaire pour qui ils sont censés bosser, ce qui effectivement est tout à fait anormal d'une part, et qui d'autre part porte préjudice financièrement parlant au Parlement européen, qui a donc décidé de porter plainte et de récupérer les sommes indûment versées, du moins qu'il estime indûment versées. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant dans ce procès. On nous dit, voilà, c'est l'Union européenne, c'est compliqué, etc. Non. En fait, c'est très simple. L'argent détourné, c'est l'argent de l'Union européenne, mais en fait, c'est l'argent aussi des contribuables français. La France, par exemple, c'est le deuxième contributeur du budget de l'Union européenne. Les personnes renvoyées au procès sont nombreuses. On a Marine Le Pen, le Front National et une vingtaine de cadres et ex-cadres du Front National. Il faut savoir que Jean-Marie Le Pen, qui était renvoyé en procès, ainsi qu'un autre eurodéputé qui s'appelle Jean-François Jalc, ne sont pas présents. Le premier pour des problèmes de santé, de sénilité, et le deuxième parce qu'il a fait un AVC récemment. Ces personnes sont renvoyées pour la plupart pour détournement de fonds publics ou recel de détournement de fonds publics quand il s'agit des assistants parlementaires. Ils risquent au maximum 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende et jusqu'à 10 ans d'inéligibilité, une peine qui peut être automatique en ce qui concerne Marine Le Pen et donc la priver d'une candidature supplémentaire à la présidentielle de 2027. Est-ce que vous avez envisagé ce scénario que Marine Le Pen puisse être empêchée pour l'élection présidentielle de 2027 ? Non, pas du tout, puisqu'elle est innocente. Nous n'y croyons pas.
Non, nous n'y croyons pas parce que les arguments de Marine Le Pen sont des arguments de bonne foi, ils sont logiques et nous ne pouvons pas imaginer qu'il y ait un tel acharnement que, contrairement au bon sens, contrairement à l'évidence, Marine Le Pen soit rendue inéligible. Ce serait, je crois, un signal démocratique, antidémocratique, terrible. Pourquoi cette peine, elle existe ? Cette peine, elle existe parce qu'on a considéré en France qu'il appartenait à la justice de mettre à l'écart de la vie politique les personnes qui ont commis des abus de pouvoir. Et on les met à l'écart en appliquant cette peine d'inéligibilité. En fait, c'est une manière de protéger les citoyens. C'est une peine et une loi qui est extrêmement importante. Moi, je connais pas beaucoup de cas où une cour nationale maintenant a pu accéder à cette ampleur aux mails, aux correspondances, aux matériaux pour en fait prouver qu'il y a des tournements, ou potentiels détournements de fonds européens. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu, surtout à cette échelle, parce que c'est quand même une potentielle candidate encore une fois au présidentiel en France, donc c'est pas juste une quelconque députée européenne. Le cœur du débat, il est là, il est de savoir si jamais on a affaire à des gens qui à un moment donné ont tout simplement été amateurs, ou si jamais on a affaire à des gens qui ont mis en place un système organisé, validé jusqu'au sommet de la hiérarchie du mouvement, visant à faire des économies sur le budget du parti, pour faire travailler des gens payés par d'autres, l'autre étant le Parlement européen, à des fins strictement partisanes. J'ai eu l'impression que les personnes qui étaient renvoyées devant un tribunal, en fait, ont essayé de nous expliquer que tout ce qui avait été fait était extrêmement normal et qu'on était face à une incompréhension des règles du Parlement européen, qu'on aurait quelque chose d'extrêmement abscon, d'extrêmement compliqué. Et il me semble que les magistrats ont assez bien rappelé pour le moment qu'il n'y a rien de compliqué, qu'il est écrit noir sur blanc dans le règlement du Parlement européen, la manière dont les fonds qui sont alloués aux eurodéputés pour faire travailler des assistants parlementaires doivent être utilisés. On a senti quand même souvent un certain flou, pour ne pas dire un amateurisme, qui vient se rajouter aux remarques déjà formulées après les candidatures aux législatives, à savoir que c'était un parti qui maîtrisait quand même pas très très bien encore les nominations, la maîtrise des règlements, et qui souvent étaient hors des clous. Je m'attendais à ce que le tribunal soit plus attentif, peut-être, à nos arguments. Je le trouve très attentif aux arguments à charge, très peu aux arguments à décharge. Le dossier est quand même assez solide, l'enquête a été très poussée, et pour certains, il n'y a aucune preuve de travail. Des années après, ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils n'ont échangé pas plus de 1 SMS avec leur député de rattachement, pourquoi ils n'ont pas mis plus d'un orteil au Parlement européen alors qu'ils avaient l'obligation d'y travailler, et même parfois, pour les assistants accrédités, d'y vivre. Et on voit qu'en fait, le système travaillé par la direction du Front National est un petit peu plus élaboré dans la tête des dirigeants que dans celle des collaborateurs qui finalement ne savaient pas forcément ce qu'ils risquaient à l'époque, c'est-à-dire des peines assez lourdes. Comment par exemple Catherine Griset peut-elle à la fois être la chef de cabinet de la présidente du Front National et occuper le poste d'assistante parlementaire de Marine Le Pen, députée européenne ? Elle est suspectée comme 19 autres assistants de ne jamais mettre les pieds à Bruxelles ou Strasbourg. En fait, on a un parti qui se comporte encore comme s'il était un parti marginal, comme s'il était un parti situé aux franges de la politique, tout en disant qu'il est capable demain d'assumer la transition vers le pouvoir. Et quand on voit honnêtement le contenu de la défense de certains des gens qui défilent là-bas, on se dit, si demain ils sont en responsabilité, il y aura quand même de la casse, quoi. On a chez les cadres actuels, notamment Marine Le Pen ou l'ancien secrétaire général du Front National Nicolas Bay, la volonté de faire de ce procès un procès politique. Cette procédure est une procédure politique et c'est une instrumentalisation de la justice qui, évidemment, porte assez gravement atteinte en réalité à l'image, à la réputation de l'institution judiciaire en France. C'est d'ailleurs une question qui mérite d'être posée. Pourquoi tant de Français n'ont pas confiance dans la justice de leur pays ? On parle d'un Parlement européen qui, probablement pour des raisons politiques, a poursuivi le Rassemblement national. Les Français savent exactement faire la différence entre des vraies affaires
et des cabales politiques. C'est un argument qui est développé par le Front National depuis des années, depuis l'ouverture de l'enquête. Il considère que comme Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, était un social-démocrate, donc considéré de gauche par Marine Le Pen, c'est forcément un procès politique, une cabale contre le parti. Ça lui permet ainsi de protéger son image, de rassurer ses électeurs en expliquant qu'en fait, évidemment, bien sûr, les personnes qui ont travaillé, les assistants parlementaires ont vraiment fait quelque chose, ils travaillaient pour le parti et non en tant que fonctionnaires du Parlement européen. On a pris au motif que nos assistants travaillaient pour le Rassemblement national ou le Front national antérieurement, et c'est sûr, c'est vrai, oui. C'est vrai. Mais cette somme, ils l'ont gagnée par leur travail. Et leur ce ne sont pas des emplois fictifs. Leur travail est un travail acharné. Pour beaucoup d'électeurs ou de sympathisants du RN, ça va paraître effectivement comme une persécution politique et ça va renforcer l'impression que les élites, la caste politique, tout ce que vous voulez, cherchent par tous les moyens à arrêter un phénomène qui n'est plus endiguable par les moyens normaux. Mais en même temps, ça peut pas marcher, cette unique ligne de défense qui, à un moment donné, dit bon, écoutez, oui, effectivement, parmi nos investitures aux élections législatives, on a investi des rigolos, on a investi des branquignoles, mais finalement, d'abord, il y en a qu'une dizaine, et puis ensuite, tout ça, c'est la faute de la presse de gauche qui cherche toujours la petite bête. Et regarde la paille dans notre œil et pas la poutre dans l'œil du voisin. Et puis ensuite, oui, mais de toute façon, là, l'affaire des assistants parlementaires, c'est une manip politique. Il s'agit de nous barrer la route du pouvoir. À un moment donné, encore une fois, compte tenu de la gravité des faits qui sont imputés et du caractère systématique, semble-t-il, des faits qui sont imputés, il faut se poser des questions à un moment donné sur son propre management. Procès politique, à notre sens, à Anticor, absolument pas. Il est normal que les responsables publics, que les élus aient à rendre des comptes lorsqu'ils commettent potentiellement des infractions à la probité. Là, on a des élus qui vont devant un tribunal et qui vont pouvoir s'expliquer et le tribunal va dire si oui ou non ils ont commis des infractions. Donc on n'est absolument pas sur un procès politique, surtout que cette enquête, elle vient pas d'un parquet français qui aurait été un parquet qui aurait détesté le Rassemblement national, absolument pas, puisqu'au départ, elle vient de l'OLAF, donc de l'Union européenne. Si une personne a commis une infraction à la probité, le juge, normalement, doit assortir la sanction d'une peine d'inéligibilité. Si le juge ne prononce pas cette peine, il doit justifier la raison pour laquelle, dans le cas d'espèce, il ne la prononce pas. Ça, bien entendu, ça a des conséquences politiques. Mais ce n'est pas politique pour les juges de l'appliquer, puisqu'il s'agit simplement pour les juges d'appliquer une loi. Avez-vous modifié a posteriori les comptes rendus de ce que vous faisiez comme travail? Vous n'avez jamais modifié a posteriori? Non, jamais modifié a priori. Et a je vais même vous posteriori. dire, je ne suis pas concerné par l'affaire des assistants parlementaire. Jordan Bardella passe à travers les gouttes de la justice parce que son eurodéputé n'est interrogé par les juges qu'en 2021. Le dossier, à l'époque, est déjà très très lourd. Il fait des milliers de pages. C'est la fin, on va le clôturer. Et cet eurodéputé, devant les juges, explique que Jordan Bardella a travaillé, il lui chargeait de faire des revues de presse. Et d'ailleurs, il a ses revues de presse dans son bureau. En enquêtant, on a découvert qu'en fait, ces revues de presse étaient des documents falsifiés, des faux. En décembre 2017, un collaborateur de Jean-François Jalc, un avocat belge du nom de Guylain Dubois, qui est l'avocat belge de Marine Le Pen en Belgique, charge un stagiaire d'aller sur un logiciel qui s'appelle Global Factiva, un logiciel de revue de presse, pour aller fabriquer une revue de presse pour Jordan Bardella, a posteriori de son travail 2 ans plus tôt. Donc il le charge d'aller chercher des documents de février à juin 2015 qui traitent de la politique ou de faits sociétaux dans la région Alsace, la région d'élection de son eurodéputé. Et il va fournir une revue de presse très complète qui fait 1500 pages, sur laquelle il va supprimer au blanco, une par une, chaque page, le copyright du logiciel qui s'appelle Factiva. On le voit en bas des feuilles. Normalement, il y a marqué Global Factiva et l'année d'édition de cette revue de presse. Il le fait sur toutes les pages, sauf une. On a retrouvé l'une de ces pages où il y a écrit, évidemment, 2017 Factiva. Jordan Bardella, lui, écrit à la main
sur beaucoup de ses feuilles. Il écrit aussi beaucoup de feuilles de garde, où il écrit semaine de temps à temps en juin, semaine temps à temps de février. Il les signe toutes, ce qui montre aussi, on a enquêté auprès de personnel de l'administration parlementaire, une volonté de truquer, c'est-à-dire que personne, évidemment, quand il remet une revue de presse à son eurodéputé, ne la signe. Surtout que c'est écrit à chaque fois avec le même stylo, avec la même volonté. Il y a aussi un calendrier 2015 qui est ajouté à ce dossier, où Jordan Bardella a ajouté des événements liés au mandat de Jean-François Jalc. Ce calendrier a été en réalité acheté en 2018. On a retrouvé le bon de commande de ce calendrier, daté de 2018, et envoyé au siège du Front National. Donc malgré la création de tous ces faux, qui visiblement sont réalisés pour cacher l'emploi fictif de Jordan Bardella, pour lui donner en fait l'impression d'avoir travaillé, il n'est pas renvoyé dans ce procès, ce qui ne veut pas dire que le parquet ne va pas saisir pour lancer une enquête contre lui. Il faut savoir qu'à l'époque de la création de ces faux, Jordan Bardella n'est pas encore président du Rassemblement national, il n'est pas non plus encore tête de liste aux européennes, il n'est en réalité personne, seulement un militant zélé qui donc protège son avenir politique. L'Union européenne est une créature curieuse. C'est le procès d'un parti europhobe qui n'a de cesse d'expliquer à ses électeurs que l'Europe fait tout pour lui faire perdre des droits, pour faire perdre de la souveraineté, que c'est quelque chose de néfaste et qu'il faut par ailleurs la détruire. En restant dans l'euro, ils plombent notre économie, entretiennent le chômage de masse. C'est pour cela qu'élu, j'annoncerai la tenue d'un référendum dans les 6 mois sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne. On se rappelle qu'à un moment donné, le parti d'extrême droite était pour le Frexit, donc la sortie de la France de l'Union européenne, et qu'il a simplement un tout petit peu modifié cette idée dans son programme, mais que ça relève quand même pour lui d'une de ses premières grandes mesures, en tout cas d'une pierre angulaire de son programme politique, en plus évidemment de la lutte contre l'immigration et de la fermeture des frontières. Tous les partis sont représentés dans tous les États membres selon le pourcentage qu'ils font. Et ça a permis à plein de partis anti-européens, anti-parlement européen, de siéger dans ce Parlement et de profiter pleinement des financements. Et d'ailleurs, l'extrême droite est assez ouvert aussi sur ça, qu'ils essaient vraiment de maximiser le gain financier pour ensuite faire de la politique contre ce Parlement. Donc, oui, c'est assez frustrant en tant qu'Européen convaincu de voir ça. Marine Le Pen, d'ailleurs, interrogée par les juges un jour, va dire, pour expliquer pourquoi à la fin d'année, on va créer des petits CDD, parfois d'une seule journée, pour épuiser les budgets jusqu'au dernier moment, jusqu'à essorer les enveloppes parlementaires un maximum. Elle va dire, la plupart des députés ne voulaient pas laisser un centime de leurs électeurs au Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'argent public des impôts de leurs électeurs leur est dû, et qu'il ne faut surtout pas qu'ils servent à l'Europe, au Parlement européen, et surtout que à l'ascension politique de Marine Le Pen et du Front National. En cela, ils expliquent souvent que les électeurs les ont élus pour ça, mais quand on interroge ces électeurs, ils ne sont généralement pas du tout au courant, et ni des enjeux, ni comprennent exactement ce qui se passe dans ce procès. C'est pas la première fois que il y a des procès contre des députés de l'extrême droite, pas seulement français. Mais il y a une certaine histoire avec le détournement de fonds européens au Parlement européen. Et d'ailleurs, bon, le détournement, c'est genre les éléments les pires. Mais d'une certaine manière, le Parlement européen a fonctionné comme incubateur pour une grande partie de l'extrême droite européenne, parce qu'ils ont pu accéder à ce Parlement à cause du droit de vote. Bien avant qu'ils ont pu siéger dans les parlements nationaux. Et c'est vrai pour des gens comme Nigel Farage, c'est pour Marine Le Pen, autres. Donc, c'est regardé de très près au Parlement européen, évidemment.
Ce qui est très paradoxal, c'est que le procès des assistants fictifs du RN arrive à un moment où le Rassemblement national n'a jamais été aussi puissant. Dans les années passées, s'il a toujours fabriqué des espèces de montages spécifiques pour détourner l'argent public à son avantage, c'est parce qu'il était lourdement endetté, c'est parce que ses finances étaient en berne, à cause généralement d'une gestion financière catastrophique. Et aujourd'hui, il a 126 députés à l'Assemblée nationale, ce qui est une première. Il y a quelques années, ils étaient encore que 7, donc ils sont passés de 7 à 89 à 126 en très peu de temps. Ils sont d'ailleurs presque dans une crise de croissance globale. Mais cette crise de croissance a aussi des conséquences financières très positives pour ce parti. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il va toucher entre 15 et 20 millions d'euros de dotation de l'État annuelle, ce qui va en faire un des partis les plus riches de France, alors qu'il était, il y a encore quelques années, le plus endetté de France, accusant une dette de 24 millions d'euros. Donc paradoxalement, on a un parti qui pèse dans les débats, à qui fait peur au Premier ministre, qui a un petit peu le doigt sur la gâchette, sur la tempe du Premier ministre Barnier, qui veut avoir réussi à faire une politique qui se tient, qui veut faire passer des lois. Et en même temps, Marine Le Pen, en ayant donc cette capacité de bruit et d'écoute extrêmement forte, avec une stratégie de la cravate des députés qui est qui fonctionne à plein régime, avec un porte-parole très efficace qui est Jordan Bardella, a des chances d'arriver un jour à l'Élysée, en tout cas, sans avoir été abîmée par l'exercice du pouvoir. Paradoxalement, c'est aussi au moment où elle risque le plus lourd pour sa carrière politique. Et il faut comprendre aussi que si ce procès arrive maintenant, c'est parce que lui-même a ralenti la procédure pendant des années. Il y a 9 ans, quand l'affaire éclate, évidemment, le parti d'extrême droite n'était pas à ce niveau-là. Donc peut-être que c'est par coïncidence, en tout cas, le pire moment pour lui, pour arriver, parce que en fait, ça risque de lui couper les jambes au moment où il est le plus près et que les portes du pouvoir lui sont le plus grand ouvertes, effectivement. La question est donc de savoir si le tribunal va prononcer, évidemment, une condamnation. S'il en prononce une, si elle est assortie ou non d'une peine d'inéligibilité, et si il prononce une peine de cet ordre, quelle est la durée de la peine. Naturellement, s'il y a condamnation et inéligibilité, le Rassemblement national reste susceptible de se pourvoir contre la décision de première instance, d'abord en appel et ensuite en cassation. Là aussi, la question est de savoir, est-ce qu'avant l'élection présidentielle de 2027, sur le calendrier de laquelle d'ailleurs on n'est pas encore tout à fait fixé, il peut y avoir une décision définitive une fois toutes les voies de recours épuisées, c'est-à-dire éventuellement cour de cassation incluse. C'est un parti qui, historiquement, a toujours eu un candidat Le Pen. C'est une PME familiale qui a toujours fait monter un numéro 1 de la famille Le Pen avec un dauphin. Donc on a eu, dans les années 80-90, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs dauphins qui se sont succédés. Bruno Maigret, Bruno Gollnisch, Florian Philippot et aujourd'hui, Jordan Bardella. Dans la tradition du Front National, ce dauphin est fait pour participer à l'ascension du numéro 1, mais qui doit réaliser qu'il est aussi là pour échouer, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour prendre la tête du parti, et donc on a du mal à imaginer comment Jordan Bardella pourrait devenir le candidat de ce parti de substitution pour Marine Le Pen, sachant que il n'est qu'un porte-parole plus d'une formation d'extrême droite, sans avoir de bagage politique extrêmement fort, sans avoir jamais travaillé autrement qu'en étant porte-parole, sans avoir beaucoup de connaissances des dossiers et encore moins des mécanismes d'un gouvernement. On l'a vu d'ailleurs aux dernières législatives, lorsqu'il a été envisagé que Jordan Bardella puisse, à l'issue de la dissolution, devenir Premier ministre, qu'il n'était pas du tout prêt à la fonction, que son parti n'était pas prêt à diriger et qu'il n'avait personne, en gros, pour créer un gouvernement. Donc ça risque d'être quand même une espèce de... d'un tremblement de terre pour le parti d'extrême droite, sans oublier que peut-être aussi ça pourrait galvaniser les électeurs de ce parti qui considèrent aussi que le système fait tout pour barrer la route de Marine Le Pen ou des autres pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. Donc on va se retrouver avec
candidat de substitution, on ne sait pas encore lequel, si évidemment l'inéligibilité est prononcée, et des électeurs galvanisés qui vont tout faire pour faire monter ce parti jusqu'à la présidentielle. Donc la situation risque d'être assez explosive de ce côté de l'échiquier politique. Je crains que ce genre d'affaires augmente la défiance des citoyens par rapport aux démocraties et par rapport à l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement embêtant, à mon sens. Ouais. En fait, avec ce genre d'affaires, forcément, l'abstentionnisme monte du fait de ce genre d'affaires. Et ça, c'est à mon sens extrêmement inquiétant. Il y a un chiffre qui est un chiffre de l'Agence française anticorruption qui dit que 68% des citoyens européens considèrent que la corruption est répandue dans leur pays. C'est difficile de les contredire quand on voit que ce qui peut être potentiellement commis au sein même du Parlement européen. Tout ça apparaît au bout d'un certain temps aux électeurs comme péché véniel. C'est-à-dire que d'abord, il s'agit d'un préjudice indirect. Il est assez compliqué pour l'électeur moyen de comprendre qu'en fait, c'est ses sous qui sont en jeu dans cette affaire. Ensuite, certains se disent, finalement, ce grand machin Union européenne là, qui dépense une quantité faramineuse d'argent pour ne pas faire grand-chose et que l'on déteste, ils l'ont bien eu. Ils l'ont bien eu, ils se sont payés sur la bête, et après tout, c'est malin. Ça, c'est le deuxième type de réaction. Puis le troisième, c'est, écoutez, de toute façon, ne nous leurrons pas, tout le monde opère de la même manière. Ça, c'est un peu le langage de tous les électeurs RN qui sont des déçus de la démocratie représentative et qui, au fond, méprisent profondément le système des partis à qui ils imputent tous les maux de la terre, et notamment des comportements peu déontologiques. Donc, oui, le RN a un peu péché par imprudence, mais enfin, finalement, ce qu'on continuera à regarder, c'est ce qu'il propose en matière d'immigration, en matière de sécurité, en matière de renverser la table à Bruxelles pour changer la manière dont l'Union européenne fonctionne, et pas tellement ce qui est considéré comme étant finalement assez secondaire, j'allais dire. Depuis 3 ans, on a au moins le parquet européen qui est responsable pour protéger les fonds européens. Donc maintenant, on a une meilleure structure européenne, mais dans le passé, c'était en fait la responsabilité des autorités nationales. Et là, on a un peu la situation bizarre que les autorités, les parquets, la police nationale est responsable de regarder ce que font les députés européens avec leurs fonds. Si ça se passe au Parlement à Bruxelles ou à Strasbourg, c'est la police belge ou française qui est responsable, mais qui semble souvent ne pas vraiment chercher. Et on a vu ça aussi avec Qatargate. Le Qatargate fait trembler la Maison Europe. Et l'Émirat n'est pas le seul à faire du lobbying. Les eurodéputés demandent une fois de plus la création d'une autorité éthique indépendante. Dans les rangs de l'institution, la suspicion se propage. Ça semble un peu être un des rares cas où les autorités belges ont regardé, mais on verra si ça mène à quelque chose. Les procédures sont encore en cours et il y a une certaine peur que ça va pas aboutir, ça va pas mener à des condamnations en justice, tout ça. La réglementation du Parlement a évolué largement dans le temps. Avant 2009, les règles étaient assez floues sur l'embauche des assistants. Il y avait pas encore d'assistants accrédités. On ne savait pas exactement quelles étaient les tâches qu'on pouvait donner à des assistants locaux. Donc il y a des partis qui ont fait des petits arrangements, effectivement. Ça a été le cas aussi du MoDem. François Bayrou s'est présenté cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris, aux côtés de 10 autres prévenus, anciens députés européens, assistants parlementaires ou cadres du MoDem. Il faut aussi mettre en perspective la différence entre le Rassemblement national et le MoDem dans des affaires qui ont des points communs, effectivement, mais qui sont en réalité extrêmement distincts. D'abord, le système organisé par le Rassemblement national est beaucoup plus gros de son côté, c'est un parti europhobe. De l'autre, le MoDem, qui est en fait un petit système, si on peut le dire. D'ailleurs, les juges n'ont pas pu établir s'il s'agissait d'un système généralisé avec un chef de parti, François Bayrou, qui n'est pas lui-même eurodéputé, ce qui n'est pas du tout le cas de Marine Le Pen, qui est au cœur du système dans un parti extrêmement hiérarchisé avec au haut de la pyramide Marine Le Pen. Il y a plein de propositions qui sont extrêmement intéressantes et il y en a une, par exemple, c'est le fait de rendre obligatoire le compte-rendu systématique sur le site
du Parlement européen, des activités des eurodéputés et des activités des assistants, des collaborateurs parlementaires. En gros, de leur présence, de leurs amendements écrits ou soutenus, des travaux, des votes, des commissions auxquelles ils ont participé. Et si on mettait ça en place, en fait, ce genre d'affaires ne pourrait pas exister puisqu'on verrait assez logiquement si un parlementaire ne travaillait pas pour le Parlement européen ou si un collaborateur parlementaire, en réalité, travaillait pour un parti. Donc ça, c'est des choses qui sont très simples à mettre en place et qui pourraient permettre d'éviter ce genre de dérives et de détournement de fonds publics potentiels. On voit que le Parlement multiplie les contrôles de plus en plus, mais en fait, c'est un endroit où il y a énormément de députés, énormément d'assistants parlementaires, où on passe par un tiers payant pour faciliter les choses, c'est-à-dire une personne qui rémunère les assistants parlementaires pour leur collaboration et qui va ensuite être payée par le Parlement européen. Donc c'est cette personne qui fait la médiation, entre guillemets, qui va rédiger les contrats de travail, fait aussi tampon, mais crée un certain système d'opacité. Il y a évidemment la possibilité pour toutes ces personnes de réellement travailler, de ne pas chercher à détourner l'argent public. Les règles doivent-elles évoluer ? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas juriste, mais il est clair que dans les groupes politiques parlementaires, l'opacité est encore plus grande, c'est-à-dire que les fonds sont utilisés dans un groupe parlementaire où le seul contrôle se fait au niveau du groupe et là l'administration du Parlement européen a beaucoup moins de possibilités de vérifier ce qui s'est passé, l'utilisation de ces fonds, mais aussi l'utilisation des budgets 400, c'est-à-dire le budget de communication utilisé par les députés européens pour faire leur communication, qui sont également détournés. Le Parlement européen va demander dans très peu de temps à Marine Le Pen de rembourser 230 000 euros de ce budget 400 qu'ils estiment avoir été indûment remboursé. Voilà. Sur Olaf, par exemple, ces investigations sont entièrement empêchées en ce moment par le Parlement européen. Donc, si jamais ils demandent accès, par exemple, aux ordinateurs des eurodéputés, en cas d'investigation, le Parlement européen refuse catégoriquement l'accès de Olaf au bureau et aux ordinateurs, aux boîtes mail des députés. Donc ça peut pas se faire comme ça. Tous les organismes antifraude et d'investigation doivent avoir pleinement accès et le Parlement doit pleinement coopérer avec ces organismes pour justement protéger l'argent européen de ce genre de fraude et de vol. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le procès du Rassemblement national prendra fin le 27 novembre prochain. D'ici là, vous pouvez soutenir Blast et une information indépendante en faisant un don, en likant la vidéo ou en la partageant. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles actualités sur Blast.